Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des tumeurs du sein. Donc tout d'abord, il s'agit du premier cancer chez la femme. Ça concerne une femme sur 10 en France. L'âge moyen d'atteinte est 61 ans et c'est une pathologie héréditaire liée aux mutations en principe BRCA1-2 dans environ 5% des cas. Quels sont les facteurs de risque du cancer du sein? Le cancer du sein, c'est un cancer hormonodépendant. Donc parmi les facteurs de risque, on a donc l'hyperœstrogénie. Il faut savoir qu'en principe, dans plus de 75% des cas, on n'a pas réellement identifié de facteur de risque. Mais quand il s'agit de l'hyperœstrogénie, elle peut être directe, donc iatrogène, par exemple, liée à une contraception, ou relative, liée par exemple à l'obésité, qui, de par ses cellules adipeuses, produit donc des œstrogènes. Les patients diabétiques, hypertendus et tabagiques, la nulliparité, paradoxalement, le fait d'avoir une puberté précoce et une ménopause tardive, le fait donc d'avoir une exposition aux oestrogènes seule, notamment au moment de la ménopause. Si vous faites un traitement hormonal substitutif sans associer la progestérone aux oestrogènes, c'est un gros facteur de risque de cancer du sein. Le syndrome des ovaires polykystiques, et puis donc les traitements iatrogènes, donc la contraception, le tamoxifène. Bien évidemment, le fait d'avoir eu un antécédent de cancer de l'endomètre, qui est un cancer également hormonodépendant, ou aussi un autre cancer du sein, éventuellement sur le sein contralatéral. On a donc les facteurs génétiques, donc notamment les antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein, les mutations génétiques identifiées, BRCA1 ou 2, ou un antécédent de cancer de l'ovaire, pour le syndrome sein-ovaire, qui concerne donc la mutation BRCA2. Des facteurs environnementaux, bien sûr, un régime riche en graisse, la sédentarité, et des antécédents d'irradiation. Et les facteurs histologiques, il existe donc des mastopathies bénignes du sein, telles que les dysplasies mammaires à type d'hyperplasie atypique ou des papillomes intracannulaires multiples qui entraînent un surrisque de cancer du sein, raison pour laquelle on recommande une exérèse chirurgicale de ces lésions bénignes pour le moment, mais qui peuvent devenir malignes par la suite. C'est pourquoi il est vraiment recommandé de les enlever. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic du cancer du sein ? Maintenant, on a donc le dépistage de masse, depuis quelques années maintenant, qui concerne toutes les femmes de 50 à 74 ans. Il s'agit d'une mammographie bilatérale et comparative qui est faite en 2 incidences, face et oblique externe, pour la petite histoire, 2 relectures tous les 2 ans. Et puis il y a aussi le dépistage individuel, c'est-à-dire la femme, par exemple, qui se palpe une masse, ou alors son médecin qui, son gynécologue, lors de l'examen annuel, détecte une masse anormale au niveau d'un des 2 seins, peut demander une mammographie. Ou alors les patientes donc, qui ont eu des antécédents soit personnels, soit familiaux de cancer du sein, elles peuvent être amenées à faire des mammographies avant l'âge de 50 ans, donc notamment 5 ans avant l'âge du cas index. Et puis bien sûr également, si une patiente dans le cadre de l'histoire génétique familiale est atteinte d'une mutation du BRCA, elle fera également des mammographies avant l'âge de 50 ans. D'un point de vue histologique, l'histologie la plus répandue, c'est l'adénocarcinome canalaire infiltrant. Quand on dit infiltrant, ça veut donc dire qu'il y a un franchissement de la membrane basale, et c'est à ce moment-là qu'on a un risque métastatique. C'est d'une forme canalaire dans 80% des cas, mais elle peut être lobulaire dans 10% des cas. La particularité de l'adénocarcinome lobulaire, c'est qu'il peut être multifocal, c'est-à-dire qu'on aura plusieurs petites lésions dans le sein, et bilatéral. C'est pourquoi c'est le seul cas de cancer du sein où on va recommander de faire une IRM mammaire. Donc ce sera d'emblée bilatéral et en plus ça nous permettra de détecter des lésions extrêmement petites qu'on ne verrait pas avec la mammographie ou l'échographie. Et donc bien sûr ça a une grosse incidence sur la suite de la prise en charge, puisque si on a une seule lésion, on pourra juste éventuellement réséquer la lésion, alors que s'il y en a plusieurs, on enlèvera carrément tout le sein. On aura aussi l'adénocarcinome intracanalaire, c'est ce qu'on appelle le cancer in situ. C'est aussi une prolifération maligne, mais il n'y a pas de franchissement de la membrane basale. Donc il n'y a en principe pas de métastase, donc on ne fera pas de bilan d'extension. Ça se manifeste comment ? Ce sont des microcalcifications qui peuvent évoluer vers l'adénocarcinome infiltrant. C'est pourquoi on réalise aussi une chirurgie adaptée. À l'examen clinique, on bien sûr pratiquera l'interrogatoire, comme à chaque fois, la recherche d'un traitement hormonal de la ménopause, de facteurs de risque. On identifiera le terrain, l'histoire de la maladie, et on recherchera des signes fonctionnels, locaux ou généraux que pourrait avoir la patiente. À l'examen général, on va regarder bien sûr s'il y a une altération de l'état général, avec la mesure de l'IMC, l'état nutritionnel de la patiente,
et aussi son autonomie, parce que ça peut avoir un retentissement sur la décision de prise en charge. Concernant l'examen des seins, il doit être bilatéral et comparatif. À l'inspection, on regarde s'il y a une asymétrie, s'il y a une inflammation, un écoulement ou un aspect en peau d'orange. On palpe bien les 4 cadrans du sein, donc on a un cadran supérieur, externe, interne, inférieur, interne et externe. On recherche des signes de malignité, à savoir un nodule induré qui serait irrégulier, adhérent au plan profond, mais qui ne fait pas mal. La manœuvre de Tillot, donc ça reste encore dans les livres, en fait, c'est le fait d'avoir une adhérence au plan du grand pectoral. Donc on sait que derrière la glande mammaire, on est directement sur le grand pectoral. Si on a une lésion qui vraiment adhère à ce plan profond, c'est un critère de gravité, puisque ça veut dire que la lésion infiltre le plan profond. Le signe du capiton, c'est au contraire, au lieu d'être en profondeur, c'est à la superficie. Aussi, on a une adhérence à la peau. On regarde aussi les mamelons, voir s'il y a une rétraction du mamelon, une déviation, voire un écoulement d'un ou des deux mamelons. Bien sûr, ne jamais oublier les aires ganglionnaires, axillaires et aussi susclaviculaires. Le bilan d'extension clinique, ce sera donc les aires ganglionnaires à distance, donc notamment susclaviculaires, l'examen gynécologique au spéculum, on réalise un frottis cervico-utérin, on fait un toucher vaginal. On recherche aussi un point d'appel clinique général à la recherche de métastases osseuses avec des douleurs osseuses, rachidiennes ou des membres, un point d'appel digestif éventuel, neurologique ou pulmonaire. Les examens complémentaires donc à visée diagnostique, c'est la mammographie bilatérale et comparative. Alors concernant la mammographie, on a donc une classification dite ACR qui va se baser sur 3 choses: la présence ou non d'opacité, qu'on appelle aussi des nodules, les calcifications et l'architecture du sein. Alors il y a différents critères qui vont déterminer en fait si la lésion est plutôt d'allure bénigne ou maligne, ou suspecte plutôt, puisqu'on ne peut pas conclure sur la malignité juste à l'imagerie. Et donc ça va de 0 à 5. Donc de 0 à 3 compris, on dit que la lésion est plutôt bénigne. Et par contre, à partir de 4, on dit que c'est suspect. Donc comme tout critère de malignité, ce sera forcément des opacités qui seront mal limitées, spiculées, plutôt hétérogènes, avec une rétraction cutanée en regard qui seront plutôt d'allure suspecte. Les calcifications, on dit qu'elles sont plutôt irrégulières, vermiculaires ou groupées en foyer. Et l'architecture est désorganisée quand c'est en faveur d'une potentielle malignité. Donc qu'est-ce qu'on fait si on a donc une mammographie plutôt en faveur d'une bénignité? Si on est au critère 1 à 2, on ne fait pas de surveillance. À partir de 3, c'est une mammographie qu'on réalisera à 6 mois. Et puis par contre, si on est en ACR 4 ou 5, donc c'est suspect, à ce moment-là, il faudra bien sûr réaliser une histologie. Alors il y a 2 moyens, soit par des microbiopsies au pistolet si la lésion est palpable ou bien individualisée, et puis sinon, ce sera des macrobiopsies dites au mammotome. En fait, c'est si ce sont des microcalcifications, donc c'est-à-dire une lésion qui est finalement plus diffuse et moins bien identifiable. On réalisera également une échographie mammaire et axillaire qui est en principe systématique si on a une suspicion clinique. Donc on ne le fait pas dans le dépistage, mais par contre à visée diagnostique, on le fera. Et aussi chez la femme jeune, puisque le sein est très dense, donc on a souvent besoin des 2 examens de manière à pouvoir confronter les 2 types de lésions et s'assurer que ce soit bien cohérent. Donc les critères de malignité échographique, ce sera plutôt un nodule hypoéchogène avec des contours irréguliers, également de densité hétérogène, un cône d'ombre postérieur qui témoigne d'une certaine calcification, et le fait que ce soit d'un grand axe vertical par rapport à la peau. Et donc on a dit l'IRM mammaire si c'est du lobulaire à l'histologie. Une fois qu'on a donc l'ensemble des résultats, donc à savoir les résultats histologiques, les résultats des examens complémentaires, on passera donc le dossier en RCP pour décider de la prise en charge ultérieure. Concernant le bilan d'extension, alors soit on a une lésion de petite taille et pas de ganglion, à ce moment-là on ne fera pas de bilan d'extension. On fera un bilan d'extension à partir d'une lésion de plus de 5 cm, et une scintigraphie osseuse pour rechercher des métastases osseuses. Et ensuite, en post-opératoire, si jamais on n'a pas d'atteinte ganglionnaire, on ne fera pas de bilan d'extension. Par contre, si on a plus de 3 ganglions, on fera un bilan hépatique à la recherche de métastases hépatiques et pulmonaires. Et bien sûr, sur point d'appel, on peut faire un scanner cérébral, etc. si on a le moindre doute. Le bilan génétique, il est à proposer chez qui? Chez une patiente chez qui il y a eu 3 cancers du sein dans la même famille. Si un antécédent de cancer au premier degré, chez une patiente qui avait moins de 40 ans ou si le cancer était bilatéral. Également chez une patiente qui aurait moins de 35 ans
enfin chez qui il y a eu un cancer à l'âge de moins de 35 ans, ou des antécédents de cancer de l'ovaire, ou alors un cancer mammaire chez un homme de sa famille, au premier degré. Et donc on recherche bien sûr toujours les mutations après un consentement éclairé. Alors, quelle est la prise en charge des tumeurs mammaires? Donc, concernant la classification, on a soit donc une tumeur dite T0 qui n'est pas palpable, soit une tumeur T1 qui fait moins de 2 cm, T2 on a entre 2 et 5 cm, T3 plus de 5 cm, et T4 on a une extension soit à la paroi thoracique, donc c'était la manœuvre de Thio, soit une extension à la peau. Jusqu'au stade T3, on aura une prise en charge de toute façon chirurgicale, soit d'emblée, soit après éventuellement une thérapie néoadjuvante par chimiothérapie qui dépendront de quelques critères dont je parlerai après. Donc si la tumeur n'est pas palpable, on dit qu'on fait une zonectomie avec un ganglion sentinelle de manière à identifier le premier ganglion de la chaîne et voir si oui ou non il y a des cellules cancéreuses à l'intérieur. Et à partir de 2 cm, puisque la tumeur est palpable, on parlera de tumorectomie. Une zonectomie si la tumeur n'est pas palpable, c'est-à-dire qu'on va faire un repérage au préalable échographique avec une localisation par un petit harpon, ce sont les sénologues qui font ça, plus un ganglion sentinelle. Une tumorectomie par contre si la tumeur est palpable, donc ça c'est juste du vocabulaire, mais ça veut juste dire en fait traitement conservateur. Entre 3 et 5 cm, on fera donc une mastectomie avec ganglion sentinelle, et par contre si la tumeur fait plus de 5 cm, ce qui change c'est qu'on fera d'emblée un curage axillaire. Donc le curage axillaire, on le fait pour les tumeurs plus de 5 cm, donc à partir du stade T3. Si, lorsqu'on a fait une cytoponction d'un ganglion ou une biopsie ganglionnaire positive, donc ça on le fait si jamais lors du bilan à l'échographie mammaire on voit des adénopathies, on est obligé donc de faire une cytoponction. Si cette dernière revient positive, alors il y a une indication à faire un curage axillaire. Et aussi bien évidemment, si lors de l'examen de la pièce opératoire, les ganglions sentinelles reviennent positifs, on retournera une deuxième fois au bloc opératoire pour faire un curage axillaire. La radiothérapie externe, on l'a fait dans tous les cas, sauf si c'est du cancer in situ, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas de métastase possible, donc on ne fait pas de radiothérapie dans le cas du cancer in situ. C'est une irradiation mammaire et axillaire, sauf si c'était un curage axillaire. La chimiothérapie, on l'a fait en cas de stade T4 d'emblée, si bien sûr on a des métastases lymphatiques ou à distance, et puis aussi s'il y a un cancer inflammatoire ou inopérable d'emblée, car trop gros. Donc on fait une chimiothérapie néoadjuvante. Et également, dans le cas particulier où sur l'analyse de la pièce histologique, on n'a pas d'expression des récepteurs hormonaux, pas d'expression des récepteurs R2 non plus, ou des emboles vasculaires. Donc ça, ce sont des critères histologiques qui nous indiquent la nécessité de réaliser une chimiothérapie néoadjuvante, ou adjuvante, en fonction. Ensuite, donc, on a la chimiothérapie ciblée, donc l'Herceptin, qui doit être réalisée si jamais donc, on a une tumeur qui exprime le récepteur R2. L'hormonothérapie, alors ça c'est important, c'est en cas de tumeur donc dite hormonosensible, elles ne le sont pas toutes. C'est un traitement qu'on donne pendant 5 ans. Donc il y en a deux. Il y a les anti-aromatases comme l'anastrozole qu'on donnera chez les femmes ménopausées. L'inconvénient c'est que ça peut induire une ostéoporose précoce et puis des bouffées de chaleur parce qu'on a une carence œstrogénique induite. Et puis les anti-œstrogènes, le tamoxifène qu'on donnera plutôt chez la femme non ménopausée. Les contre-indications, c'est surtout une maladie thromboembolique veineuse et puis un cancer de l'endomètre. Il faut toujours faire une échographie de l'utérus une fois par an chez ces patientes. La surveillance passe par un examen clinique tous les 6 mois pendant 5 ans, puis tous les ans ensuite, avec une palpation mammaire, ganglionnaire et examen gynécologique. Et s'assurer de l'absence d'apparition d'une lymphocèle. Mammographie avec échographie bilatérale par an à vie. Et en cas de récidive, bien sûr, présenter le dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire. Je vous remercie.